Bonsoir à tous. La nuque scellée dans l'oreiller, les coudes et les talons vissés dans le matelas. J'attendais que le sommeil vienne me délivrer de toute cette foutue angoisse qu'on appelle par euphémisme la nuit. Comme d'habitude, je gardais les yeux ouverts pour éviter d'être assailli par les visages radieux de mes clients et par les gros sourcils gris de mon associé. Comme d'habitude, je me préparais psychologiquement à voir apparaître le fauteuil à carreaux, la commode blanche et le petit vase rapporté du Danemark qui émergeait à chaque fois de l'obscurité avec le même air étonné et stupide. Ainsi commence le premier roman de Paloma de Moimorel. Elle est l'invitée de LCR ce soir. I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile. I just see a tear coming from your eye. I can see it here, nearby. But I'm sorry, my dear. No, I don't know why. I can't see your smile. I've been waiting for a little bliss. Waiting and waiting for a long time, something I miss. But I've seen nothing, nothing on your lips. Nothing on your lips. I can't see your smile, and I don't know why. I can't see your smile. I just Voilà, extrait de Your Smile de Mathieu Bogaerts. Bonsoir Paloma. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Comment retrouver le sourire de l'autre ici pour la chanson, le regard de l'autre aussi. Je me disais, ça me faisait penser en tout cas à votre roman. C'est un peu ce qui se passe pour le narrateur. Comment retrouver le sourire, l'amour de sa femme. Elle ne le regarde plus beaucoup, ce pauvre Pierre-Antoine, j'ai l'impression. Oui, Pierre-Antoine, c'est quelqu'un qui dort au début du roman, d'où le titre. D'où le titre, ouais, la fin du sommeil. Ouais. Et qui s'invente effectivement une maladie grave pour retrouver notamment l'amour de sa femme et aussi pour trouver un petit peu de tranquillité pour écrire. Mais ça, on en parlera peut-être. Il y a l'amour de sa femme, peut-être l'amour de ses enfants aussi, qu'il a un petit peu délaissé parce qu'il est architecte, il n'est pas souvent là et ses enfants grandissent. C'est ça aussi, la vie. Oui, effectivement, ses enfants sont devenus pour lui des étrangers et il a finalement l'impression que leur enfance s'est déroulée dans la pièce d'à côté, ce qui est assez terrible. Alors, l'idée est géniale, je trouve. Il a mal à la gorge, un mal de gorge qui ne s'en va pas. On a tous ça en ce moment d'ailleurs, rassurez-vous, mais là c'est un peu de saison. Mais lui, c'est assez long. Et il se dit, il va voir un médecin. Il se dit, j'ai peut-être un cancer de la gorge. Et en fait, il n'a pas de cancer de la gorge, c'est une simple allergie, mais il va faire croire quand même à sa famille et à ses amis qu'il en a un. Tout par-delà, en fait. Oui, tout à fait. C'est un mensonge terrible, c'est vrai. Je dois dire, à ma grande honte, que c'est quelque chose qui m'a traversé l'esprit à une époque de ma vie. D'accord. L'idée de mentir pour avoir la paix. À ce point-là, oui, pour écrire. Mais heureusement, je ne l'ai pas fait. Oui, parce que c'est compliqué, évidemment. Quand il faut expliquer qu'on a un cancer de la gorge à sa femme, à ses enfants, à ses amis, à ses collègues. Oui, c'est très compliqué. Et surtout, ce qui m'amusait, c'est finalement de mettre en scène un personnage qui s'invente une maladie grave dans une société où chacun est obsédé par son bien-être, le bien dormir la nuit, bien gérer son stress, bien se nourrir. Et moi, j'ai un personnage qui fait tout le contraire, intentionnellement. C'est ça que vous pointez aussi, avec votre plume qui est une griffe à ce moment-là, je trouve. L'obligation du bien-être. Oui, effectivement, c'est un des objets de rire et de satire du roman. Et pour en revenir le mensonge que vous pointiez, c'est vrai qu'il y a aussi toute une stratégie derrière de reconquête de sa femme et de ses enfants. Et c'est aussi pour lui peut-être l'espoir de renouer le dialogue avec eux. Ouais.
de dire les choses qui n'ont pas été dites. Est-ce que ça marchera, est-ce que ça marchera pas? Il faut lire le livre parce qu'il y a une forme de suspense aussi. On se demande, va-t-il y arriver? Et puis il y a tout l'entourage. Donc il y a son propre mensonge, mais on se rend compte que la société autour de lui ment aussi, qu'elle est extrêmement hypocrite. Il faut dire qu'on est dans un milieu particulier. Sa femme est directrice d'une galerie d'art. C'est un domaine que vous connaissez, vous l'avez été aussi. En tout cas, vous avez travaillé dans une galerie d'art. C'est à ce point-là, quand même, une galerie d'art? Non, rassurez-nous. Non, je vous rassure tout à fait. D'accord. C'est moins, finalement, c'est moins le milieu que je pointe, le milieu d'ailleurs contre lequel je n'ai rien du tout, puisque je continue à fréquenter les galeries et je trouve que c'est plutôt pour moi des endroits passionnants. Et pour ce qui est vraiment de l'art, je m'amusais plutôt finalement de l'omniprésence du bavardage qu'il y a autour de l'art, particulièrement autour de l'art contemporain, où finalement on fait dire énormément de choses aux œuvres d'art et on ne les écoute pas tellement. En fait, je trouve que le discours fait terriblement obstacle et finalement on n'entre pas en dialogue personnellement avec les œuvres que l'on regarde. Donc je m'amuse effectivement de tout ce bavardage. Je trouve que dans un lieu d'exposition on entend des choses à mourir de rire et moi-même j'ai dit énormément d'énormités devant des œuvres Vous reconnaissez ça? Oui, tout à fait, que des œuvres pour lesquelles je ne ressentais pas grand-chose et que j'essayais de trouver géniales. Et de trouver un acheteur aussi, j'imagine, parce que c'est un commerce. Mais je continue à les fréquenter en tant que public. Ouais. Alors, ce qui est pas mal aussi, et c'est un petit peu la force de la romancière, c'est on se met dans la peau en tout cas de Pierre-Antoine, parce que lui, il a une distance par rapport à ça, et donc il a un regard extérieur. Betty, sa femme, elle est en plein dedans, donc elle voit plus en gros ce qui se passe. Mais lui, il est un peu en retrait en fait, et on est avec lui en retrait, nous lecteurs. C'est ça qui est génial. Oui, alors c'était aussi l'idée de la maladie, c'est d'avoir un personnage en retrait du monde, comme vous venez de le dire, et ça produit un décalage assez intéressant, puisque finalement, il n'appartient plus à rien et il regarde les choses avec une certaine forme de lucidité qui, pour moi, est assez précieuse et que j'aime bien chez certains auteurs. Et je pense notamment à Sylvia Plath et à son roman La cloche de détresse, où son héroïne a ce regard un peu féroce et parfois tendre aussi sur la société dans laquelle elle vit, puisqu'elle est en retrait, puisqu'elle s'est mise elle-même en retrait. Ça peut être flippant aussi d'être en retrait, parce que ça peut être amusant pendant un petit temps, puis à un moment donné, on se dit je suis peut-être trop en retrait, je suis peut-être en train de sortir du monde en fait, en sortir du cadre. Tout à fait. Et je pense que pour Pierre-Antoine, finalement, écrire et finalement sa façon à lui de réintégrer le monde et de recréer une forme de lien avec son entourage. Et pour lui, la littérature est vraiment le trait d'union qu'il a avec le monde. C'est ça qu'il essaye de faire. Il prend l'écriture pour se raccrocher, effectivement, peut-être rester dans le cas, parce qu'il parle à son fils, son grand-fils, mais on sent quand même que les liens sont défaits. Enfin, c'est presque trop tard, en fait, j'ai l'impression. Oui, c'est complètement... c'est assez désespérant. Oui. Hein, mais voilà, ces enfants sont touchants, mais ils sont complètement passés à côté de leur père. Et c'est sans doute leur père plutôt qui est passé à côté d'eux. On va dire ça plutôt, oui. Alors, il y a tout le doute aussi autour de l'écriture. Comment écrire un livre? Quel livre je vais écrire? Est-ce que j'écris un livre sur moi, sur tel ou tel sujet? Est-ce que ça va passionner les lecteurs, les lectrices? Est-ce que vous êtes posé ces questions-là aussi avant d'écrire? C'est votre premier roman. Oui, je me les suis posées, mais pas si longtemps que ça, peut-être moins longtemps que lui. Mon personnage, oui, c'est ça. Mais ce que j'ai voulu mettre en scène, c'est finalement plus la liberté immense que c'est d'écrire et aussi l'angoisse que ça peut créer à certains moments, finalement, puisque tout est possible. Et je trouve ça à la fois, génial et vertigineux, et je me suis un peu amusée avec ça. Vous l'avez eu, cette angoisse? Vous l'avez vécue? Oui, je l'ai vécu à certains moments et encore une fois, peut-être pas au début comme Pierre-Antoine, plutôt en cours d'écriture. Finalement, parce que mon roman évoluait sans cesse et puis se complexifiait et je dois dire que j'ai vécu un choc terrible avec la mort prématurée et brutale de ma mère. À qui vous dédicacez ce livre d'ailleurs? Voilà.
Et j'ai entièrement, quand je me suis rassise à ma table de travail, je n'avais plus envie d'écrire le même roman. Et je l'ai entièrement, j'ai changé l'histoire, j'ai gardé les personnages, j'ai changé l'histoire et je l'ai entièrement réécrit en 6 mois. Ouais. Alors, votre personnage principal, le narrateur, c'est un homme. C'est assez rare chez une femme écrivain. Il y en a d'autres, Muriel Magellan notamment récemment. Mais il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi avoir choisi un homme comme narrateur ? Alors c'était une stratégie finalement parce que je suis moi-même journaliste littéraire et je sais que les auteurs de premiers romans sont un petit peu attendus au tournant. Ah ça. Oui, disons qu'on considère souvent que leur roman est un peu le miroir et surtout leur narrateur. Et moi, j'ai voulu me cacher derrière un narrateur masculin, âgé d'une 50aine d'années, qui était architecte. Voilà, je n'ai jamais fait d'études d'architecture. Donc, c'était un petit peu une façon de me cacher. Et puis, je me suis beaucoup trahie pendant l'écriture, puisqu'en fait, je pense qu'il me ressemble un peu. Il y a un petit peu vous, oui. Oui. Et puis, vous avez ses angoisses, il a vos angoisses. Exactement. Ce Pierre-Antoine. Un conseil de lecture. Alors vous avez dû choisir beaucoup puisque vous êtes journaliste littéraire également, donc ça n'a pas été facile, mais Salinger, ça ne m'étonne pas d'ailleurs, les nouvelles de Salinger, il y a un petit peu de ça, il y a un côté roman américain aussi dans votre roman. Pourquoi Salinger ? Salinger, parce qu'effectivement, ce n'est pas une nouveauté. Non, c'est pas grave. Mais je suis assez... c'est un écrivain qui me fascine, alors qui a très peu publié, sans doute beaucoup écrit. Oui, c'est vrai. Et, Attrape-cœur. Oui, on parle toujours de Attrape-cœur. Voilà, son unique roman. Et ces nouvelles, je trouve que elles sont... en fait, dans chacune d'entre elles, il y a vraiment de quoi pleurer, de quoi rire, de quoi rêver, réfléchir surtout. Ouais. Et il y a beaucoup de dialogues dans ces nouvelles. Et dans ces dialogues, ce qui n'est pas dit est aussi important que ce qui est dit. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis aussi, Salinger est mort en 2010 et on peut espérer que certains de ses textes émergent, soient publiés. Donc finalement, c'est peut-être des pépites qui annoncent une vraie malle au trésor littéraire. Salinger, nouvelle, et puis le vôtre aussi. Je ne l'ai pas dit, mais on rigole beaucoup. C'est extrêmement drôle Merci aussi. Beaucoup. Vous êtes amusés. Et le lecteur et la lectrice s'amusent aussi. Ça s'appelle La fin du sommeil. Précipitez-vous. C'est un des tout bons romans et, de la rentrée ici de cette année, de janvier. Et je crois que les critiques ne se sont pas trompés non plus. Ils vous suivent. C'est très bien. C'est aux éditions de l'Olivier. Merci beaucoup, Paloma. Merci beaucoup, David. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.